Partiu! É esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Et oui, ce soir, encore là, présent, les mardis soirs, on n'a pas encore été viré, c'est peut-être le cas bientôt, hein, ça va peut-être arriver, hein, je sais pas, peut-être avec les mots de Lorelai ce soir, je sais pas, peut-être qu'on va se faire... Si je continue à être là, c'est sérieux, on est bientôt tous au chômage. Hein. On vient bientôt être viré. Allez, avec tous mes chroniqueurs ce soir, mardi soir, 21h bien sûr. Thomas, John, Julien, Lorelai, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, ils sont au taquet. Donc je fais déjà un énorme bisou à Jean-Michel Bagnan qui n'est pas là ce soir, qui a la grippe ou la maladie de Manchester Real. Ça, Dieu seul le probable, ouais. Dieu seul le sait. Ça c'est sûr. Donc déjà, premièrement, je tiens à dédicacer, à soutenir Jérémy Clément pour sa blessure, de ce qui s'est passé et Valentin et Céric. Et oui, s'il vous plaît, merci, ne l'oublions pas. Et voilà, Valentin et Céric qui s'est excusé au moins 25 000 fois. Et qui doit pas être super bien. Voilà, qui doit pas être super. Tout à fait d'accord. Donc voilà, on soutient les deux personnes et on a vu quelques photos de Jérémy Clément apparemment. Déjà, et on espère surtout que Jérémy Clément va pouvoir revenir d'une telle blessure et c'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que on se rappelle un peu de la blessure de Kader Mangane sur Jonathan Lacour et Jonathan Lacour maintenant Dieu seul le sait où il est, voilà. Eh ben il est en national. Et voilà. Donc espérons croisons les doigts pour que ça continue, qui reste à son meilleur niveau en tout cas. Exactement. Mais ce soir en tout cas on a un invité de marque, un invité de prestige qui a fait un énorme match dimanche, mais qui a tenu la baraque, je vais vous dire quand même, et il a tenu les buts à lui tout seul. Pour sa centième. Attention. Pour sa centième. Il est passé à l'AS OA Valence, à Caen, au Stade Brestois, et maintenant il est au LOSC, gardien de but numéro 1. Voilà, il a joué sa 100e dimanche, sa 100e en Ligue 1. J'ai le grand honneur de recevoir Steve Elana, pardon. Merci d'être avec nous ce soir, c'était un énorme plaisir. C'est un mélange de Bertrand Lanois et Steve Elana, en fait. Ouais, je préfère que ce soit vu comme ça, oui. Bonsoir, merci pour votre accueil. De rien, c'est normal. Déjà, je tiens à dire tout de suite que Didier Roustan m'a fait passer un petit message. Il vous trouve comme un vrai félin. Il y a du Bernard Lama chez lui. C'est un gars super sympa. Voilà, Didier Roustan de l'équipe 21 et de l'équipe.fr avec son blog. Voilà, il y a Jérémy Janot aussi qui vous félicite pour votre saison. Et aussi Nicolas Villas qui vous félicite encore parce que vous êtes passé dans l'émission hier dans le MCS. Exactement. Merci beaucoup pour ce message. Et voilà, et énormément de soutien de supporters avec toutes les pubs qu'on a fait avec Lorelai, on a eu énormément de soutien du supporter du LOSC, c'est impressionnant. En tout cas, vous êtes vraiment aimés, quoi. C'est gentil, ça fait plaisir à entendre. Ouais, j'espère pour vous que ça va continuer, c'est sûr, parce que vous êtes un gars super génial et je l'ai eu à au téléphone et je vous le dis honnêtement, vous le verrez pendant l'émission, il est vraiment super gentil. Et la preuve encore. Allez, c'est parti pour le sommaire de l'émission. Premier débat, le choix de l'invité. Donc Steve choisira son débat. Deuxième débat, le choix des chroniqueurs. Donc notre choix, l'interview décalée de Lorelai. Et je tiens à vous dire que ce soir, l'interview décalée, faut pas le louper. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. Et en fin d'émission, les pronostics. On n'oublie pas aussi notre sponsor de RTS Radio, Life in Sport, notre sponsor officiel de tout RTS Radio. Voilà, on les remercie encore ce soir. Et allez voir leur site et inscrivez-vous, vous professionnels du foot. Même Steve, tu peux aller t'inscrire sur Life in Sport. Il y a que des professionnels là-bas, et Moussasso, et j'en passe encore d'autres. Je crois que Tom, tu peux peut-être m'éclairer là-dessus, mais il y en a encore énormément. Pas que du foot, hein. On a tous les sports qui sont représentés. On a le hand, le basket, le ping-pong, tout ce qu'on veut. Donc non, c'est vraiment un bon truc. Et dernière recrue, c'était Sébastien Loeb de mémoire. Et ben voilà. Donc c'est pas n'importe qui. Allez, je remercie tous mes partenaires, football.fr, tout le monde s'en fout, et jeunefooteux.com. Merci encore à eux. Allez, c'est parti pour toi, Steve. Et juste avant, j'oublie le jingle qui assure chaque semaine, qui coupe nos débats.
Lorelai, rassure-toi, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Écoutez-le, c'est assez sympathique. Et la la la, et la la la, et la la Steve, wouh. Voilà, on a un petit morceau du jingle de Julia Cazard qui a fait une chanson sur Elana. Bon, alors je sais pas si tu l'aimes bien déjà, on va tout de suite savoir si tu l'aimes bien Elana ou pas. Ça m'avait fait beaucoup rire. Enfin, les paroles surtout étaient vraiment très très marrantes. J'ai fait du bon boulot et je me suis fait chambrer quand même avec ça. Hein, quand même. Ah d'accord. Ah ouais, par les supporters brestois. Ouais, si. Mais non, honnêtement, j'ai pas à me plaindre parce que j'en ai entendu d'autres et franchement, je pense que j'étais bien loti. Donc non. Je tiens à te dire quand même, Elana, que ce soir, cette chanson a été remodifiée. Hein. Elle a été refaite il y a pas très très longtemps, donc je l'ai récupérée sur Eurosport, où Julien Cazard. Il y a une version LOSC maintenant. Ouais, voilà, c'est celle-là. Et une version de luxe aussi maintenant, c'est génial. C'est un best-seller, disque de diamant presque. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Donc, on l'entendra à la fin de l'émission, juste pour votre plaisir, messieurs, parce que c'est vraiment, moi je l'ai écouté énormément. Enfin, j'adore ce jingle. Merci. Ah mais moi je suis fan. Attends, tous les matins en réveil, c'est ça que j'écoute. En tout cas, il est très très fort ce Julia Cazard. Voilà, et c'est parti pour toi, Steve. C'est toi qui choisis le débat. Je te propose ces débats. Le Barça perd ses 2 classicos, la fin d'un cycle, ou plutôt la puissance financière du Paris Saint-Germain fausse-t-elle la Ligue 1? Quel est ton choix? On va partir sur le Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti. On est parti sur le Paris Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui voulaient partir sur le Paris Saint-Germain. On le sait. Ah bon? Oui, si, Lorelai. Et non, allez, on est parti pour ce débat. La puissance financière du Paris Saint-Germain fausse-t-elle la Ligue 1? Oui, on le sait. Le Paris Saint-Germain, c'est tous les 3 clubs en tête de la Ligue 1 réunis. Au niveau du budget, c'est énorme. C'est plus de 300 millions d'euros, hein, donc sans aucun problème. Et puis encore, ils peuvent, à mon avis, encore en rajouter derrière tout ça. On sait pas tout. Donc première question pour toi, Steve. Et après, messieurs, vous pourrez repartir là-dessus, répondre à tout ce que vous pensez de cette puissance financière du Paris Saint-Germain. Donc, est-ce que cette puissance financière peut tuer la Ligue 1 parce qu'ils vont peut-être tout acheter. Hein. Non, alors, personnellement, je ne pense pas que ça puisse fausser la Ligue 1. Après qu'ils puissent prendre de grands joueurs, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas au niveau du spectacle, au niveau du championnat, peut un petit peu dynamiser encore plus les entrées au stade et amener plus de public, plus de spectacles. Donc à ce niveau-là, je dis pourquoi pas. D'autre part, il y a de très bons joueurs au Paris Saint-Germain, donc de très bons joueurs français aussi. Donc à un moment donné, je pense aussi que certains vont se retrouver en manque de temps de jeu. Je pense à certains joueurs notamment qui ont pu quitter le club là depuis, qui ont pu quitter le club en hiver, un mec comme Mathieu Bonnemer par exemple. Et je pense que si le Paris Saint-Germain peut laisser partir des joueurs dans des clubs français pour les renforcer, je pense que ça ne peut qu'élever aussi le niveau du championnat, donc pourquoi pas. Et enfin, en ce qui concerne l'argent, je ne pense pas non plus que cela leur permette d'écraser le championnat, puisqu'on l'a encore vu ce week-end, tout peut arriver et je pense que pour les autres équipes, ça va devenir de plus en plus motivant de jouer contre le PSG. Voilà. Je pense que tu as raison, effectivement. Ça me fait réagir quand tu dis qu'il y a un certain nombre de Français qui du coup sont un peu en manque de temps de jeu et vu ce qu'ils sont capables de faire, je trouve ça vraiment dommage. Je pense tout d'abord à Mamadou Sakho, que bon, on peut le revoir jouer dernièrement avec les blessures un petit peu qu'il y a eu en défense centrale, mais c'est vrai que ça me faisait mal au cœur en début de saison de le voir cirer le banc pendant tant de matchs, alors qu'à chaque fois qu'il rentre, il est irréprochable et qu'il est titulaire indiscutable dans l'équipe de France sous l'ère Deschamps depuis qu'il est arrivé. Donc c'est vrai pas que forcément irréprochable, Sakho. L'année dernière, le match contre Lille, c'est lui qui le donne à Lille, par exemple, avec le penalty. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, mais je veux dire, il était pas irréprochable non plus. Il a eu des prestations qui étaient très bonnes et d'autres moyennes. Après, là, ça a laissé un silence. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Ouais, Steve n'est pas trop d'accord là-dessus. Hein.
Non, mais le truc, c'est que, enfin, après, je me demande aussi, lorsque je prends l'exemple de Zlatan, puisque c'est le joueur dont tout le monde parle, je pense pas que toutes ses prestations aient été du 5 étoiles. Après, c'est Zlatan, c'est l'attraction du championnat, donc bon, après il y a des choix d'entraîneur aussi que je respecte et je rentre même pas dans ce débat-là, mais je pense qu'un joueur français aurait peut-être eu moins de crédit qu'un Zlatan Ibrahimovic. Après, il est certain qu'au vu du talent du joueur et de ce qu'il est capable de faire, oui, effectivement, potentiellement parlant, c'est un grand joueur, il y a pas de doute, mais certains joueurs comme Gamero, je pense, à un moment donné, sont aussi capables de rendre énormément de service à cette équipe-là. Il y a un gros écart, moi je pense, au niveau des joueurs qui sont arrivés après et avant les Qataris. Au niveau du temps de jeu, je pense que, enfin, je pense, hein, mais que Ibra, ils sont un peu obligés de le mettre. C'est un peu l'attraction du PSG. C'est comme Beckham quand ils vont à Sochaux. On parle que de l'arrivée de Beckham, alors qu'au final il a pas joué. C'est ce qui fait remplir les stades. C'est pas Gamero qui va faire. C'est pas Gamero qui va faire remplir le stade de Sochaux quand Paris arrive. C'est Ibra, c'est Zlatan. Mais ça, c'est encore une autre. C'est un autre truc encore. C'est encore un autre truc. Mais par exemple, on part sur Gamero. Gamero, c'était un vrai, mais vraiment un excellent joueur qui était à Lorient. Il débarque au PSG. Il arrive à un moment où il aurait pu, s'il n'y avait pas eu justement ces investissements faits dans des joueurs tels que Zlatan l'année d'après ou des trucs comme ça, c'est un mec qui aurait dû normalement exploser au PSG et devenir un joueur, voilà, d'une trempe. Alors, en France, un des meilleurs joueurs français. Le fait il avait qu'à venir à l'OM, simplement. Non, mais c'est le même exemple que tout à l'heure. Gamero, il mériterait aujourd'hui de partir dans un autre club que le PSG. Totalement, parce qu'il va tirer le banc, parce que voilà, il y a toute cette histoire-là. Maintenant, niveau financier. Alors, juste une petite chose. Je vais repartir sur le débat. Hein. Vous êtes tous dans le même truc, c'est nickel. Mais est-ce que ça va pas? Est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce que ça va pas? Vous êtes un peu tous d'accord. Ça va fausser la Ligue 1 un peu sur certains points. Il y a des joueurs qui vont pas avoir du temps de jeu ou d'autres. Mais est-ce que ça va pas un peu sauver cette Ligue 1 qui actuellement a un manque de reconnaissance envers ses pairs aussi? Oui, l'indice UEFA, oui. Ça va nous sauver, ça c'est clair, parce que Lyon nous a porté pendant 5 ou 6 ans l'indice UEFA, là, ça est autour du PSG, peut-être Lyon l'année prochaine qui va retourner en Ligue des Champions. Mais oui, au niveau de l'indice UEFA, ça va nous sauver, parce que là, il y a 2 tours de phase éliminatoire. Donc ça fait qu'on reprend les matchs entre le 15 et le 25 juillet, je crois. Donc ça fait reprendre très tôt et ça handicape vachement les clubs, quoi. Si on pouvait retrouver cette place devant le championnat portugais, ce serait pas trop mal. Ouais, donc Steve, qu'est-ce que tu en penses? Toi, plutôt, ça risque. Ah ouais, après moi je parlais qu'à l'échelle nationale. Après c'est sûr qu'à l'échelle européenne, moi je suis bien sûr, bien évidemment 100% d'accord. Et puis d'ailleurs, supporter du PSG ou pas, enfin moi je supporte les équipes françaises en Coupe d'Europe, que ce soit mes clubs de cœur ou pas. Donc je serai parisien demain, comme je serai bordelais jeudi. Bien sûr, ça me paraît, en tout cas, moi personnellement, en tant que Français et en tant que footballeur, je n'ai qu'une seule envie, c'est que les clubs français aillent le plus loin possible. Donc oui, si au niveau de l'indice UEFA, si ça peut nous aider et faire en sorte que le championnat soit un petit peu plus reconnu. Après, malheureusement, ce ne sera pas le championnat qui sera plus reconnu, mais l'équipe du PSG. Après, tant mieux. Ça, c'est le jeu. Après, ça fait partie de leur capacité et de l'opportunité qu'ils ont eue. Maintenant, demain, rien ne nous dit que cette opportunité-là ne sera pas pour un autre club français. Il y a Monaco qui va remonter aussi. Il faut pas oublier Monaco. Et à un moment donné, des clubs comme ça aussi, dans 2-3 ans, peuvent aussi, il peut y avoir aussi son lot de surprises par rapport à des transferts. Lorsqu'on voit déjà les joueurs qu'ils arrivent à attirer en Ligue 2, on ne peut qu'être attentif à ce qui va se passer aussi d'ici quelques mois. Ouais. C'est sûr qu'après ça peut être super. Monaco il joue le podium, je pense, l'année prochaine. Oui. Totalement, surtout qu'ils ont. C'est un budget complètement différent des Qataris. Hein. C'est vraiment plus bas. Oui, non, mais c'est quand même, attention. Je veux dire, t'es en train de parler bien sûr que c'est pas les Qataris, mais c'est quand même un milliardaire russe et il lâche les pépettes quand il faut, quoi. Je veux dire, quand Monaco va remonter la saison prochaine, ils vont passer devant pas mal de clubs français, quoi. Niveau fric, tout simplement, et ça va être comme le disait Steve il y a quelques instants, il va falloir compter sur Monaco pour les saisons à venir. Tu parles de financier, ça va être exactement ça. Maintenant, est-ce que ça va? Moi, ce
que je pense, c'est que ça va creuser un écart entre certaines équipes, certes. On parle toujours au niveau financier, hein. Maintenant, ouais, dis-moi. Et est-ce que justement ça peut pas perturber cette Ligue 1? Faut être réaliste. Ils vont gonfler encore l'équipe l'année prochaine. Ils vont mettre encore des millions d'euros. L'année dernière en été, ils ont mis 100 millions d'euros. L'année prochaine en été, ça va être un peu plus. J'ai envie de te faire une comparaison avec la Liga. C'est exactement la même chose. T'as le Real Madrid, t'as le FC Barcelone, et après t'as des petites équipes. T'as pas peur que le Paris Saint-Germain justement reste tout seul? Non, pas forcément, parce qu'il y a d'autres, comme le disait Steve il y a quelques instants, l'histoire du Paris Saint-Germain, là, ce qui leur est arrivé depuis quelques années, ça va donner des idées à certains autres clubs et ça va donner des idées à certains investisseurs aussi pour pouvoir investir dans certains grands clubs de France. Donc, je ne pense pas que le PSG, même si ça sera peut-être pas la même chose que les Qataris, mais ça pourra concurrencer un minimum. Non, il y aura quand même certains clubs. Maintenant, il y aura toujours des petites équipes avec des moyens, vraiment petits comparés aux premiers de la Ligue 1. Mais ça, c'est comme en Ligue 1. Et pourtant, il y a toujours une surprise en Ligue 1 d'un petit club qui arrive et on ne sait pas pourquoi. Il reste troisième et il chambarde un peu tout ça. Donc, il faut peut-être bien sûr, ça va creuser Marseille pour des pauvres. Hein. Non, mais voilà, surtout qu'ils sont toujours dans les premiers clubs français. Non, mais l'OM et l'OL à l'heure actuelle sont toujours les premiers clubs français à Lille, ils ont une masse salariale qui est pas non plus négligée. Enfin, d'ailleurs, exactement. Elle n'est pas petite, hein. C'est pas Bastia, quoi. Il y a 4-5 équipes qui ont quand même des beaux budgets. Faut pas faire passer toute la Ligue 1 pour des pauvres. Thomas, tu voulais réagir? Alors oui, effectivement, c'est par rapport à ce que vous disiez là, par rapport aux joueurs de L2 qui signaient en Ligue 1, connaissant malgré tout le fait qu'ils puissent tirer le banc ou autre. Et justement, moi, une question que je voulais poser à Steve, parce que ça m'a beaucoup interloqué quand Steve a signé à Lille. J'avais beaucoup de respect et d'admiration pour Steve à Brest, et j'avais un petit peu peur qu'en étant de doublure à Lille ou autre, ça soit un peu plus compliqué. Et je voulais savoir effectivement qu'est-ce qui avait poussé Steve à prendre le risque de jouer les doublures malgré son rôle important à Brest pour aller signer à Lille. C'est une bonne question parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Ça a suscité pas mal de questions dans pas mal de têtes, on va dire. Pourquoi j'ai quitté Brest pour Lille? Premièrement parce que déjà je pense qu'en lisant mon CV, ça peut amener des éclaircissements par rapport à ce choix qui à l'origine pouvait paraître un petit peu osé de ma part. J'ai mis à part au tout début de ma carrière, donc à l'Olympique de Marseille, j'ai pas spécialement connu de club vraiment structurés et des clubs qui vraiment jouent les premiers rôles dans l'élite française. Avec le respect que j'ai pour Caen ou que j'ai pour Brest aussi. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le fait que Lille allait disputer la Ligue des Champions. C'est une compétition que tout joueur a envie de découvrir. Alors après, bien évidemment, à l'origine, c'était pour la découvrir sur le banc, mais bon, bref, il y a ça aussi qui a joué un petit peu dans mon choix. Et puis autre paramètre, c'est que j'avais pas tant d'offres que ça au final. J'étais libre au sortir de ma septième saison à Brest, et j'avais pas spécialement, je roulais pas sous les propositions, des propositions qui étaient vraiment claires, nettes, précises et fermes. J'en ai eu 3. Et par rapport à ces 3 propositions, il y en avait 2 où on me proposait des postes de doublure. Et donc j'ai dû faire un choix entre ces 2 clubs-là, et ça s'est porté sur Lille. C'est quelque chose, j'ai aussi réfléchi bien sûr à l'hypothèse et à l'opportunité de reprolonger aussi à Brest, mais je pense qu'à un moment donné, j'avais fait un petit peu le tour de tout ce que je pouvais vivre à Brest, de par la montée, de par le maintien aussi 2 saisons de suite. C'est quelque chose qui psychologiquement était un petit peu usant. Et puis j'ai aussi eu l'impression, sans vouloir manquer de respect à Brest, que le club n'évoluait pas trop. En Brest, on a des conditions, ils ont toujours des conditions d'entraînement qui sont vraiment déplorables physiquement. Il y avait Pied ton genou, je crois, non?
Ouais, en plus, moi j'avais que t'as pu soigner en arrivant à Lille. Bah, je l'ai pas spécialement, enfin, je l'ai soigné, oui, j'ai fait plus attention, mais après, vu les conditions dans lesquelles je m'entraîne, je ne le soigne même plus, je l'entretiens, en fait. Et je l'entretiens avec des choses très simples. Et à Brest, franchement, je peux vous dire, j'ai peut-être fait, peut-être 3 mois, limite sur une jambe. Parce qu'à un moment donné, on s'entraînait dans des conditions qui n'étaient pas bonnes, et c'est toujours le cas. Et puis, par moment, il faut prendre les voitures pour aller s'entraîner à 10 km du 10-15 km du centre d'entraînement initial. Donc voilà, il y a tout plein de choses qui perturbaient un petit peu mon quotidien de joueur, et j'avais envie de me retrouver dans un club avec une ossature qui me permette un cadre plus professionnel. Ouais, et puis moi arrivé à 32 ans aussi. Physiquement, j'ai besoin de travailler, de me donner à fond et de préserver aussi un petit peu mon intégrité physique, et je pense que qu'en me retrouvant à Lille, j'ai en tout cas répondu à ces attentes-là que je pouvais avoir. Après, très honnêtement, le choix a été difficile à prendre aussi, parce que bah oui, effectivement, à Brest, je jouais, j'étais titulaire en Ligue 1, j'étais dans un club où j'étais respecté, où j'avais des responsabilités, où au fur et à mesure j'étais devenu un cadre, alors que c'est quelque chose auquel je n'aspirais pas, mais je suis quelqu'un qui met énormément de temps à vraiment prendre de l'ampleur dans un groupe, de par des interventions, de par mes idées. Ça vient au fur et à mesure, tu t'installes dans les vestiaires. Non, je m'impose pas du tout. C'est bizarre, parce qu'à Lille, au bout de 2 matchs, une fois que Nickalandro était parti, t'étais apprécié, et on avait l'impression que tu t'étais déjà imposé, en fait. Ouais, mais après, alors, je m'impose dans les limites de ce que mon poste m'oblige à faire. C'est-à-dire que, en tant que gardien de but, je me dois de faire passer des messages et de me faire entendre, que les défenseurs sachent où je suis. Oui, tu dois voilà. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ça. Donc ça, à ce niveau-là, il y a aucun souci. Moi, une fois que j'ai mis mes gants, je deviens un autre homme. Je suis quelqu'un de complètement différent qui devient exigeant, qui devient peut-être un petit peu plus aboyeur, mais ça va toujours dans le sens du jeu. C'est ce que le jeu me demande, c'est ce que mon poste aussi m'oblige à être. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, dans la vie du vestiaire, je suis pas spécialement quelqu'un qu'on entend beaucoup, parce que c'est pas moi, quoi. Ouais. Alors, moi, justement, Chris, je t'interromps. Pourquoi j'ai posé la question? Pour tout ce qui est simple, c'est que Steve venait justement, donc, entre guillemets, d'un petit club, et à la base de D2. C'est qu'Alessandrini vient de D2 et fait les beaux jours de Rennes, et Céric fait les beaux jours de Nice et vient de D2. Là, on se demandait si Paris allait tuer tout le monde avec son argent. Finalement, est-ce que la solution allait pas de prendre des joueurs en D2 ou en national? Ah non, quand même pas. Non, quand même pas. Sans manquer de respect aux joueurs de D2 ou de national, mais l'objectif, justement, c'est de se servir de tout ce que Paris Saint-Germain peut faire pour justement faire de très bons coups pour les autres clubs. Je pense que l'objectif, il est là. Moi, ce qui me dérangerait aujourd'hui, c'est que tous les joueurs qui aujourd'hui se sentent, entre guillemets, délaissés, en manque de temps de jeu, ou quel que soit leur cas, que ces joueurs-là partent à l'étranger ou quittent le championnat. Ça, ce serait dommage. Maintenant, s'ils restent dans le championnat et qu'ils se retrouvent ailleurs, bah, ça va augmenter, ça va augmenter le niveau, parce que à un moment donné, ça va avoir un petit peu un jeu de chaises musicales, et l'objectif est que, l'objectif, en tout cas, ce qui serait bien, c'est que ça renforce toutes les équipes et que le niveau monte, quoi. Alors, juste une petite question, Elana, et on finira là-dessus, sur le Paris Saint-Germain. Pour toi, Steve, t'as pas peur aussi que, justement, tu parlais des choix, de clubs, c'était très bien sur Lille et sur Brest. Est-ce que t'as pas peur aussi que, justement, Paris Saint-Germain rafle tout? C'est-à-dire que s'il propose à Boudebouz ou à Belhanda, on peut pas dire non, limite au Paris Saint-Germain. Bah, on peut pas dire non. Après, c'est toujours pareil. C'est une question de réflexion. C'est une question de savoir ce que le joueur a envie de faire et envie de vivre. Maintenant, si le joueur trouve son bonheur et en plus se remplit les poches, tant mieux pour lui. Après, je pense que chacun a une façon bien précise de voir les choses et de voir la continuité à donner à sa carrière. C'est comme des joueurs qui aujourd'hui quittent les championnats européens pour partir dans les pays du Golfe ou quoi. C'est un petit peu le même truc. Bon, sauf que là, ce serait resté à Paris, donc ce serait quand même différent. Mais
on s'aperçoit aussi que certains, et je parle même pas de joueurs qui spécialement étaient issus du championnat français, mais lorsque je vois un joueur comme c'est Brice Samba, je crois, le défenseur qui était à Blackburn, qui a quitté Blackburn pour se retrouver avec Eto'o à Mashkashkala, et au final, au mois de décembre, là, il se retrouve à QPR. Donc bon, c'est une question de choix. À un moment donné, voilà, lui, il a eu l'opportunité de revenir en Angleterre, parce qu'il s'est peut-être rendu compte que finalement, en Angleterre, il vivait son métier différemment. Donc voilà, après pour ces joueurs-là, qui à un moment donné vont avoir le choix avec le PSG ou d'autres clubs, je pense que si les dirigeants, si les dirigeants d'autres clubs ont le discours qui va avec, il n'y a pas de raison qu'un joueur qui à l'origine n'est pas spécialement pro Paris aille à Paris plus qu'à Lille ou plus qu'à Marseille. Si le projet sportif, faudra que adhère. Ouais, mais faut pas oublier non plus, mais on en parlait tout à l'heure, que tu peux signer certes pour avoir un gros chèque, mais tout dépend qui tu es, tu peux aussi cirer le banc, quoi. Et je pense qu'il y a ça aussi qui fait, ça dépend de l'âge que tu as ou pas, tu t'es réfléchi à 2 fois avant de signer au Paris Saint-Germain pour aller cirer le banc. C'est un truc à prendre en compte maintenant, vu parce qu'ils vont pas s'arrêter là. Je veux dire, on parle de Beckham pour 6 mois et Beckham encore c'est rien, mais ils nous ont pris des Thiago Silva, des Thiago Motta, des Lavezzi, ils ont pris des joueurs qui ont une trempe, c'est quelque chose, quoi, des Lucas Moura. Maintenant, tu me parles d'un joueur français, je te dis pas qu'ils sont moins bien, là. Bon, il y a un moment donné où quand il dit à Nkoulou, même si c'est un putain de défenseur, il dit à Nkoulou que la porte du PSG lui est pas fermée et qu'en plus il lui répond bah oui, je l'entends bien, tu vois. Il y a un moment donné où il y a quand même déjà du poids déjà en sa position tu vois, dans son poste, quoi. Donc s'il signe là-bas, si c'est pour aller cirer le banc, je sais pas si c'est intéressant pour lui. Ouais. Après, ça va être moi, personnellement, je vois le problème différemment. Je me dis que si Nkoulou demain, je suis en train de caler Nkoulou comme ça, que je ne connais pas, et que si Nkoulou demain signe au Paris Saint-Germain, à un moment donné, Mamadou Sakho comme un autre ne va pas rester là. Donc un Mamadou Sakho, alors je dis pas qu'il pourra se retrouver à l'OM demain, mais je dis que Mamadou Sakho, s'il a envie de jouer et qu'il a envie de rester en France, pourrait très bien se dire pourquoi moi ne pas aller dans un autre grand club français, histoire de vivre quelque chose où j'aurai un rôle essentiel dans l'effectif et où comme il a eu au PSG. Voilà, donc après voilà, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné il peut y avoir un jeu de chaise musicale qui peut s'installer de par cette suprématie liée à l'argent. Ouais. Ou comme Bonne-Mère par exemple et Jérémy Clément qui sont partis de Paris pour la Saint-Etienne. Voilà. Alors, messieurs, quelques petites réactions Twitter, Julien, et puis on enchaînera tout de suite sur le deuxième débat. Oui, écoute, quand même, les pauvres, ils réagissent depuis le début de l'émission. Bah oui, on vient pas vers eux, Bon, alors, tout d'abord, on a une certaine Laurence de Brest qui veut juste faire un bisou à Steve et qui, a priori, a hâte de le revoir le 30 du mois. Voilà. Et ensuite, ça c'est personnel, ça. C'est personnel, mais bon, ça, il fallait le faire. C'est le dernier samedi donc après, de la saison. Et en ce qui concerne le reste des tweetos, l'avis se range du côté quand même que la majorité des tweetos ont tendance à penser que ça fausse un petit peu la Ligue 1 quand même. On a Jérémy qui nous dit que même si ça ne la fausse pas forcément, mais qu'en tout cas ça leur donne un avantage assez certain par rapport aux autres. On a également Jeune Footeux qui nous dit que ça fausse clairement, carrément l'équité même sportive. Et on a Grégory pour finir qui nous dit que ça, plus que fausser le championnat, ça met surtout la pression sur les autres clubs qui constituent les plus gros budgets de Ligue 1. Et finalement, j'ai envie de dire que finalement c'est plutôt un mal pour un bien. Si ça permet de donner un peu plus de motivation à tout le monde, ça peut ne faire que plus de spectacles pour la Ligue 1, comme le disait d'ailleurs Steve tout à l'heure. Ok. Et la la na, et la la na, et la la Steve, wouh! Restez jusqu'à la fin, vous l'entendrez à la fin en entier. Voilà. Si. Voilà, allez, c'est comme j'avais dit, à chaque coupure, il y aura le jingle. Allez, deuxième débat, les meilleurs gardiens viennent-ils toujours de France? Alors ça a été un sujet assez épique même de Didier Roustan qui avait fait un blog là-dessus et de l'équipe aussi qui avait sorti ça dernièrement, qui avait fait énormément de rebondissements dans les médias, puis beaucoup de personnes ont réagi dessus. Alors, première question déjà pour toi Steve, c'est la question du débat tout simplement. Est-ce que les meilleurs gardiens viennent-ils toujours de France? Alors là, ça va être un sujet, ça va être dur là. Ouais.
Là, l'objectivité, vas-y, Steve. Non, alors déjà tout le monde peut avoir son opinion par rapport à ça, parce que finalement de dire que les meilleurs gardiens sortaient du championnat français, enfin mis à part nous les Français, je vois pas qui d'autre disait ça, voilà. Je suis d'accord sur le fait que effectivement en France, en tout cas c'est pas non plus les Anglais qui avaient tendance à le dire. Ah non, mais après le truc c'est que c'est un débat national en fait, parce que dans les autres pays, je pense pas qu'ils se posent des questions à savoir d'où sortent les meilleurs gardiens ou pas. Donc nous on a des gardiens où le niveau est relativement haut et même très haut. Enfin moi c'est mon avis, les gardiens sont de plus en plus complets en France. Dans d'autres pays, ils ne le sont peut-être pas tous autant. Après c'est comme les joueurs de champ, il y a une évolution du poste qui est permanente, qui s'adapte aussi au jeu et à ce que le jeu demande. Au niveau des Français, enfin moi je trouve personnellement que qu'il y a un très bon niveau de gardien en France. Alors après on disait que les meilleurs gardiens sortaient de toujours de France. Ça c'est une question que mais bon j'en ai c'est l'équipe qui avait posé la question, qui avait mis un point d'interrogation en disant est-ce que c'est vraiment ils sortent. Bah oui, je l'ai vu, mais bon alors après sur cet article-là, alors honnêtement je l'ai trouvé déplacé. Je l'ai pas lu du tout. Un autre débat mais pas de l'équipe, je vous le dis tout de suite. Ouais, parce que bon, à ce niveau-là, au niveau de l'article de l'équipe, bon, moi, ça m'avait un petit peu dérangé parce que l'article était sorti le lendemain où Steve avait pris un but malheureux, Ali Amala avait pris un but malheureux, et moi, pareil, voilà. Et d'autres gardiens aussi d'ailleurs qui n'ont peut-être pas spécialement été cités dans l'article. Et du coup là, patatras, après ce week-end-là, c'est carrément tout remettre en cause et hop, le niveau des gardiens a baissé. Je suis pas spécialement d'accord. Personnellement, on parle de l'exportation de gardiens français. Il y a Hugo Lloris qui est en train de réussir quelque chose de fort en Angleterre et je suis très heureux pour lui. Il y a Fabien Barthez qui jadis aussi a vécu une expérience à Manchester, alors qui pour nous en tant que Français paraissait bonne et qui apparemment non, elle était très mauvaise. Voilà, au final, on a eu des avis mitigés. Après, ça a été non. Enfin bon, bref. Alors que pour nous, c'était un dieu vivant. Alors, juste une chose, oui. Steve, je te coupe, mais je vous redonne le classement de cette année de l'IFFHS. HS, c'est exactement ça. C'est un peu le ballon d'or des gardiens de but. Hein. Donc cette année, c'était Casillas qui a été récompensé. 2e Buffon, 3e Tchèch, 4e Neuer, 5e Hart, 6e Valdés, 7e Ramos, le gardien de déjà Valdés, il faut arrêter. Attendez, laissez-moi finir le classement, merci. 8e Samir et 9e Hugo Lloris. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'Hugo Lloris arrive quand même 9e du classement. Et c'est un classement qui est assez reconnu et le dernier Français qui a été reconnu, c'était Fabien Barthez. Voilà, pour ma part, c'était la seule chose que je voulais dire. Il y a 25 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal, que le classement que je vous ai dit, est-ce que vous trouvez ça normal ou vous trouvez ça aberrant? Parce qu'il y a qu'un Français, hein. On dit tous que les gardiens... C'est totalement normal. C'est totalement normal. Ça paraît assez bon, hein. Ok, moi, alors le top 5, il est nickel pour moi. Hein. Le premier, alors. Après, il est normal parce que c'est au vu des clubs aussi. Enfin, ce qui va aussi avec le nom du gardien derrière, c'est le club dans lequel il évolue derrière, quoi. C'est malheureux à dire. Enfin, c'est malheureux à dire, non. D'ailleurs, c'est la vérité. Mais demain, si vous mettez un Steve Mandanda au Real, par exemple, ou dans un gros club, moi, je suis persuadé que d'ici une saison ou deux, il est dans le classement, il est dans les 3 premiers. Alors après, voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de... Après, les gardiens qui sont en place sont de très grands gardiens, hein. Je ne remets pas ça en cause, mais je pense qu'à un moment donné, c'est une question aussi de club, de ce que le club vit aussi, Mais de toute façon, tu l'avais vécu toi-même. Lui, il l'avait vécu. Steve l'avait vécu lui-même. Je veux dire, il a fait des saisons incroyables à Brest et on n'entendait jamais parler de lui. Il a fallu qu'il aille là pour qu'on le voit à la télé ou qu'on sache même qui il était. Alors qu'il a sorti la saison dernière, pour ceux qui ont suivi un peu ce qu'a fait Brest,
L'année dernière, je crois qu'il a sorti la meilleure des saisons qu'il a faites. Tout de suite, si quelqu'un découvre Elana ce soir ou mais il y en a plein. Mais attends, excuse-moi, il y en a plein qui ont découvert Steve Elana quand il arrive au LOSC. Non mais d'accord, non mais je te dis tout de suite, faut arrêter, ces gens-là ne suivent pas du tout le foot. Elana, heureusement qu'il était là à Brest, parce que Brest à un moment c'était vraiment très très chaud. Oui, mais c'est juste pour t'expliquer. On reprend ce que dit Steve il y a 30 de quoi. Sous-estimé? Bah, vas-y. Ou l'année dernière, ouais, dans l'équipe. Mais c'est pour expliquer exactement ce que disait Steve il y a 30 secondes. C'est que, il a sorti s'il avait sorti la même saison qu'il a sorti l'année dernière, s'il la sort au LOSC cette année ou s'il la sort dans les saisons qui arrivent, là, c'est bon, ça y est, il fait la une de l'équipe, enfin, voilà, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec Steve sur ce classement? Steve est pas trop d'accord. Toi, John, t'étais d'accord sur ce classement? Le top 5, je suis assez d'accord. C'est en fonction des performances en club, mais aussi en équipe nationale. Tchèque, on l'a moins vu à la Coupe d'Europe, mais avec Chelsea, il leur donne pas la Ligue des Champions, mais il en faisait vraiment pas. Buffon aussi, hein. Casillas, la demi-finale de Coupe d'Europe, c'est lui qui donne le match à l'Espagne. Il est tout simplement énorme. J'ai jamais vu un aussi bon gardien sur un match. Moi, le top 5 avec Neuer, Buffon, Casillas et Tchèque, il me paraît bon, quoi. Lorelai, ton avis? Oui. Non, mais justement, moi, je pense la même chose. C'est-à-dire que, en tout cas, les 5 premiers, bon, après, Varane, je comprends pas. Valdez, pardon. Je le comprends pas du tout, mais le reste, non, les 5 premiers, c'est totalement justifié. Après, bien sûr, ouais, il y a le club aussi, mais non, les 5 premiers, ils sont totalement justifiés. Totalement. Après, Yoris, c'est encore beau qui sont en 9e, mais ça, c'est parce que maintenant, il est à Tottenham. Après, on n'a pas vu Lyon en Ligue des Champions l'année dernière, et l'équipe de France, on l'a pas trouvé la Coupe d'Europe. Donc c'est une partie majeure du classement. C'est exactement ça, ça fait des tas aussi. Ce que disait Steve, si le gardien est moins exposé, si l'équipe est moins exposée, on entend moins parler, on regarde moins ses performances. Ah, mais c'est clair. C'est voilà, comme il le dit, médiatiquement, on est moins vu. Vas-y, Steve. Ça n'a pas la même valeur de faire un bon match en Ligue des Champions, par exemple, qu'en Ligue 1. Voilà, après c'est pareil dans tous les championnats. C'est comme je vais prendre l'exemple de Joe Hart, parce qu'on parlait de Joe Hart, justement. Joe Hart, alors aujourd'hui, il est dans ce classement-là. Je suis très content pour lui parce que il y a quelques années, à Manchester City, on n'en voulait plus. Et à un moment donné, il a été proposé à des clubs et pourtant, il était déjà très bon. Il était jeune, il était déjà très très bon. Et on le proposait par-ci par-là. Même Ferguson, à un moment donné, a hésité. Finalement, ne l'avait pas pris parce qu'il avait préféré Foster. Et au final, aujourd'hui, Joe Hart se retrouve gardien d'Angleterre. Il fait l'unanimité. Et ce mec-là, pourtant. Très mauvaise. Je sais pas, peut-être qu'il prend plus de buts, mais en tout cas, si je prends le match il y a 15 jours, par exemple, oui, mais bon, après, c'est ce que demande le haut niveau. Là, il a été décisif il y a une semaine contre Liverpool. Contre Chelsea, pardon. Contre Chelsea, où il sort le penalty de Lampard, derrière, il s'impose. Alors après, bon, ça va, ça vient. Mais en tout cas, ce mec-là, il y a quelques années, dans le foot anglais, il était prêté à droite à gauche et on n'en voulait pas. Ouais, donc on voit très bien ce que tu veux dire, Steve, c'est qu'on peut vite monter en haut de l'affiche et et quelques matchs plus tard, boum, c'est le gardien qui prend tout. Faut savoir qu'aussi devant le gardien, il y a une défense et ça aussi ça joue, ouais. Non mais ça joue quand même dessus. Alors, il y a juste qu'une seule erreur sur un but, hein. Ouais. Non, mais attention, il y a peut-être plusieurs erreurs qui peuvent arriver. Ouais, d'accord, pardon, j'avais pas bien entendu alors. je veux juste revenir sur la Ligue 1. Est-ce que actuellement on a un bon vivier? On a donc en France, on a Loris, Mandanda, Ruffier, Vercoutre, Poupin, Thébault et Thuram. Est-ce que derrière tout ça, est-ce que toi, Steve, est-ce que tu as quand même, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu penses qu'on a un réel potentiel qui va exploser ou ça sera vraiment plus tard, mais ça sera des choix de toute façon, ça c'est sûr. Mais on peut s'attendre à des bons gardiens. Comme Thébault par exemple qui t'a remplacé à Brest. J'en vois déjà de très bons. J'en vois de très bons déjà. Il y a Pierre Cross qui est blessé, mais qui est un jeune qui a 20 ans qui s'est fait les croisés. Et pour moi, pour moi en tout cas, ça pouvait être le visage de l'avenir. En tout cas, en ce qui
concerne le football français, parce qu'à son âge, la saison dernière en tout cas, il avait vraiment sorti de gros matchs. Il a eu un début de saison un petit peu plus délicat où vraiment il a eu les clés de l'équipe à Sochaux, et puis malheureusement il a eu cette blessure, il s'est fait les croisés. Donc moi, dire lui, j'estime que c'est un très très bon gardien. Ensuite, je pense que dans les autres clubs, je pense qu'il y en a d'autres qui sont amenés à un moment donné à éclore. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que le poste de gardien de but, il y a qu'un seul gardien de but. Il y a aussi des bons gardiens en Ligue 2. Il y a le gardien de Tours, Leroy aussi, qui à un moment donné qui est là, qui est tout jeune, mais on n'en parle pas, on le connaît pas, il est à Tours. Est-ce que justement, je vais juste rebondir là-dessus et après on pourrait réagir parce que je prends souvent la parole, Steve. Mais on sait ce métier-là de gardien est très particulier. Il y en a qu'un sur le terrain, il y en a 3 derrière sur le banc et encore des jeunes qui sont derrière. Justement, ce métier-là est très très particulier, et très très dur. C'est un jeu de chaise musicale, on le sait. Si par exemple il y en a un qui se déplace en Ligue 1, automatiquement ils vont chercher le numéro 1 dans un autre club. Donc faut être réaliste, c'est hyper particulier. De signer dans un club où peut-être on va être sur le banc ou pas, c'est quand même assez complexe le métier de gardien de but. Après, c'est une question de choix, c'est une question de croire aussi en sa chance. Voilà, moi je peux pas, j'en suis un petit peu la preuve par rapport à ce qui m'est arrivé là. Voilà, en arrivant, dans un coin de ma tête aussi, je me disais que il se pourrait aussi que je tombe dans les oubliettes et que je ne puisse m'exprimer que sur les matchs de coupe. Ça a été vrai durant quelques mois et j'ai eu, en tout cas la chance d'avoir un coach et un staff qui m'ait fait confiance. Voilà, le coach n'a pas hésité non plus à me faire jouer en Ligue des Champions mes premiers matchs. Et voilà. Après, c'est toute une question d'entraîneur et de sensibilité et puis aussi de gagner un petit peu la confiance des gens qui nous entourent. Mais justement, messieurs, vas-y. Ouais, je vais me permettre de réagir un petit peu puisqu'on est reparti un petit peu sur la Ligue 1 avec notamment une idée qu'on retrouve pas mal sur Twitter. C'est qu'effectivement, moi je pense que ça pourrait être bien de recentrer un peu le débat. Je pense que on peut un petit peu modifier les termes dans le sens où moi je pense qu'effectivement la France n'a pas forcément les meilleurs gardiens du monde et les a pas forcément un jour déjà eu, mais au contraire, je pense que la France effectivement a plus la capacité que d'autres clubs à avoir de bons jeunes gardiens et à former de meilleurs jeunes gardiens. Et c'est ce que nous disait Jeune Footeux, qui nous disait qu'on a vraiment une culture de formation des gardiens de but en France, que voilà. Et puis voilà, je pense que les jeunes, après, faut arriver à les exporter. On a Grégory qui nous disait qu'effectivement on a un peu du mal à les exporter hors de France après une fois qu'ils prennent un peu de, voilà. Et est-ce que, moi je pense qu'on a, et Loris sont restés si longtemps en Liga, c'est parce qu'il n'y avait pas de place dans des grands clubs aussi. Et je pense qu'on en a beaucoup qui demandent qu'à éclore, mais que c'est difficile de finalement arriver au plus haut des niveaux avec le peu de place qu'il y a dans les championnats étrangers. On a des gardiens qui jouent jusqu'à 45 ans. C'est difficile pour les jeunes de venir faire leur place dans les championnats étrangers, je pense. Et justement, c'est comme on le dit, c'est un métier assez particulier. Lorelai, pour toi, justement, est-ce qu'on a un bon vivier en France ou vraiment on le sous-estime ce vivier et où c'est vraiment des choix de carrière qui sont un peu particuliers? Non, déjà c'est un poste particulier. Maintenant, on a un bon vivier. Il y a des clubs qui, Le Havre, on a formé des bons. Steve en est la preuve. Steve Mandanda. Il y a aussi le dernier qui vient d'arriver à l'OM. T'as Brice Samba. T'as des gens comme ça. Il y a des bons gardiens. Il y a des bons viviers de gardiens. Le GC Nice, ça a été longtemps. Et ça l'est toujours un club qui est réputé pour ça, pour former des gardiens. Non, il y a du beau jeu au niveau gardien en France. Moi, il y a beaucoup de gardiens qui me plaisent actuellement en France. Maintenant, de là à vouloir les exporter, ça c'est une autre histoire. D'ailleurs, pourquoi vouloir les exporter? Parce que de toute façon, il n'y a pas la place. Déjà que c'est compliqué pour un joueur français de faire son trou, ne serait-ce qu'ailleurs, que ce soit en Espagne ou en Angleterre. On le voit, hein, il y en a plein qui se sont cassés la gueule, les Faubert et tout ça, on va pas les citer 100 fois. Alors un poste de gardien, où c'est un poste qui est totalement à part et il y en a qu'un. C'est super compliqué, c'est plus compliqué pour moi, donc je vois pas pourquoi on voudrait les exporter. Par contre, je pense qu'en France, il y a quand même du talent. Quand tu vois des mecs qui sont là depuis quelques années, les Ruchier et tout ça, c'est des mecs, tu peux pas passer à côté de ça. On a quand même
voilà quoi, des mecs qui sont super bons. On n'a pas cité Costil, mais il est super bon aussi. Il y a des bons gardiens en France. Et donc, Thomas, ouais, vas-y, finis Lorella et après Thomas. Non, mais voilà, non, sur ça, je dis pas non plus qu'on a un niveau faible, hein. Mais par contre, de là à exporter nos gardiens à l'étranger, ça c'est une utopie avérée. Thomas, ta réaction sur ce qu'on t'a pas entendu sur les gardiens de but, donc. Non, mais je suis un petit peu d'accord effectivement sur le fait qu'il soit très difficile d'exporter des joueurs donc à l'étranger et de surcroît des gardiens. Maintenant, n'oublions pas que l'histoire récente nous a prouvé que les gardiens français pouvaient aussi être bien meilleurs à l'étranger qu'ils ne l'étaient en France, notamment le cas de Sébastien Frey. C'est vrai. Et John, tu voulais réagir sur la formation, vas-y, vraiment vite fait, et après on enchaîne sur la table décalée. C'était une question pour Steve, en fait. On voit beaucoup les gardiens repousser les ballons dans l'axe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé dans la formation des gardiens, ou alors c'est la même chose, c'est juste une mode. Avant, on voyait les gardiens repousser la balle en corner ou sur le côté du but, maintenant on les voit souvent repousser dans l'axe, en fait. C'est pas par choix. Après, tout dépend de la trajectoire du ballon et de la position du corps lorsque le ballon nous arrive dessus. Est-ce que ça vient des nouveaux ballons qui flottent beaucoup, peut-être? Je sais pas. Les ballons flottent, donc c'est vrai on est souvent en réflexe, en fait. Voilà. Alors qu'avant, on avait peut-être plus le temps façon de parler de réagir. Aujourd'hui, on est plus en réflexe, mais cela dit, c'est vrai que sur les entraînements, je sais qu'avec Julien Lachuer, je passais des heures à repousser les ballons sur le côté et non pas dans l'axe, justement. Et pour tous les gardiens, je pense que c'est toujours une recommandation de ne pas lâcher dans l'axe, mais c'est involontaire. Hein. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai vu dernièrement, depuis quelques années, que je voyais pas avant, donc c'est plus dû au ballon que à la formation. Ah ouais, non, mais c'est pas une mode. Non, mais très bien. En tant que gardien, on essaye aussi de garder le ballon au départ. Oui, et lorsqu'on fait le choix de le garder, c'est vrai que par moment, lorsqu'on le relâche devant nous, il est dans un périmètre qui est souvent axial, ouais, c'est vrai. Steve, en tout cas, messieurs les attaquants, ils repoussent sur les côtés. Donc soyez attentifs ce soir. Ouais. non, bien sûr. Après, c'est assez particulier, comme tu le dis. C'est le réflexe. Allez, on passe à l'interview décalée, juste avant le petit jingle. Et la la na, et la la na. Ah ouais, non, mais vous allez le manger jusqu'à la fin de la soirée, messieurs. Hein. Tu sais que plus les émissions avancent, et plus je me tape la honte, et plus je sens que je vais plus jamais revenir, parce qu'avec tes jingles... Eh oui, je sais que tu aimes ça. Allez, l'interview décalée avec Lorelai. Bonsoir, Steve et Lana. Bonsoir. Oh là là, il commence à avoir peur déjà, c'est comment ça. Ah non, il ne faut pas, je ne mords pas, normalement. Alors écoute, on t'explique le principe, quelques questions un petit peu à la con, tu n'as pas le droit de joker, voilà, c'est à peu près tout. Et la dernière question te sera posée par Chris, la fameuse question que je ne veux jamais poser. Voilà, Chris, je la poserai avec grand plaisir. Voilà, il y a un moment donné, bon. Alors dis-moi, Steve et Lana, le surnom que tes coéquipiers te donnent. Attention. Sors les dossiers, tu sors les dossiers. Mais faut pas trop mentir parce qu'après on le saura derrière, ça c'est sûr. Non, à Brest, on m'appelait Bernard. On t'appelait Bernard, c'est ça? Ouais. Tu peux expliquer pourquoi quand même? Oh, c'était en référence à Bernard Lama. Ouais. On très va bien. rester sur ça, ouais. Ouais. Donc très bien. Donc, Bernard, le premier maillot que tu as acheté ou qu'on t'a offert, c'est lequel? Le premier maillot qu'on m'a acheté. Ah purée, ouais, j'avais eu un maillot de Marseille, tiens, je sais même plus d'où. Ouais, un maillot de Marseille à l'époque de. Tu vois déjà. À la grande époque, là, le maillot à 3 bandes, là, le Panasonic, là, le maillot de Jean-Pierre Papin. Ça c'est bien ça. Ça c'est un gars. J'espère que tu l'as toujours au moins. Il doit être, c'est dans mes cartons à Paris, là. C'est mon père qui doit veiller sur ça. Ouais. Ah non, parce que c'est un trésor. Ça, oui. C'est pas le reste. Dis-moi, SB29 ou LOSC? Oh non, c'est pas bien ça. Ah ouais, mais... ça fait pas bien du tout. Après, non, c'est pas bien du tout. Attention, on a dit pas de joker. Mon cœur est à Brest, parce que Brest, oui, voilà, 7 ans, ça s'oublie pas comme ça. Mon cœur est à Brest, mais ma tête est à Lille. Voilà.
En parlant de Brest, est-ce que tu choisirais Gérard Batic ou Alex Dupont? Ah non, Dupont 100 fois, 150 fois, 2000 fois, 3000 fois, 50 000 fois, Alex Dupont. Ouais. Bon, et alors, entre Alex Dupont et Rudy Garcia? Non, c'est méchant, ça aussi. Oui. Ah là, il y a des choix à faire. Hein. Ah, ça va la être semaine dur. prochaine, les invités, ils veulent pas de Lorelai. Hein. Ah, c'est méchant, ça aussi. Je vais dire Alex Dupont parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a forcé un peu, qui m'a forcé à forcer justement ma nature. Voilà, de par les responsabilités que j'ai pu avoir. Donc, ouais. Lorelai, je te coupe juste. On a un invité, enfin pas un invité, un auditeur, j'ai envie de dire plutôt, qui est avec nous, qui voulait justement poser une question, parce que bien sûr, des fois il y a des auditeurs qui appellent pour poser des questions. Ce soir il y en a beaucoup, donc je peux pas passer tout le monde. J'en ai pris un au pif, et c'est David qui est avec nous ce soir. David, bonsoir David. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Écoute, pose ta question à Elana. Vas-y, c'est à toi. Bah Steve, déjà je suis très content de te poser la question. Et ma question je vais te la poser directement. Je voulais juste savoir, c'est vrai que moi je suis un supporter de Brest et à Brest t'avais souvent un pantalon et là depuis que t'es arrivé à Lille t'as un short. Donc je voudrais savoir si c'est de la superstition ou si t'es moins frileux ou peut-être le toit du grand stade fait que t'as moins froid qu'à Brest. Donc j'attends ta réponse. Merci pour la question. Non, en fait, j'ai joué, c'est vrai que j'ai joué la plus grande partie de ma carrière en pantalon. J'ai commencé à jouer en short exactement à Brest depuis qu'on est monté en Ligue 1 en fait. Parce que mon sponsor non, puis en pantalon c'était plus possible en fait. Je me suis rendu compte que il y avait un problème. Il y a une anecdote derrière tout ça. C'est bizarre. On veut savoir, c'est quoi le problème du pantalon? Il n'y a pas spécialement d'anecdote, c'est juste qu'à un moment donné, ouais, c'est toujours pareil. Je me suis tellement fait chambrer par certains. Des noms, on veut des noms. Et puis au final, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas tort. Ouais. Et non, le dernier en date, honnêtement, qui m'a parlé de ça et qui m'a remis ça c'est Olivier Blondel qui joue à Toulouse, là, qui disait justement à José Bina que depuis que je joue en short, je me portais pas plus mal. et qu'en gros, les prestations, comment dire, étaient plus remarquées depuis que je joue en short. Ouais. Alors, Steve, j'ai quelque chose à t'avouer quand même, parce que ce soir, c'est pas David qui t'a posé la question. C'est plutôt un Richard Socrier qui est là avec nous ce soir. Mais en plus, mais le pire, c'est que j'ai failli le citer en plus dans le truc, parce qu'il faisait partie des mecs, quand je parlais de style, c'est lui, c'est tout pour le style. Ah, d'accord. Ah, bravo. Bonsoir, Richard. Ouais, bonsoir. C'est comme ça. Bah oui, attends. Ça va, c'est gentil. Là, j'aurais pu parler de tes mollets, tu vois, donc j'ai été C'est vrai aussi, t'étais pas obligé de le dire quand même, là, mais bon, ouais, ça va. Il sort les dossiers. C'est très très bon. Steve, t'as quelque chose à dire à Richard? En réponse. J'ai quelque chose à dire en réponse. Non, je réponds pas. Je suis pas comme ça. Moi, je suis un vrai pote. Moi, c'est mon frère. C'est mon frère, Richard. Y a pas de souci. Il va l'appeler derrière en lui disant ça le balance. Comment tu m'as balancé? Ça c'est sûr. Non, ce que j'allais lui dire, c'est que je suis très content déjà de l'avoir revu sur les terrains là le week-end dernier, parce qu'il a eu quelques pépins physiques là, donc je suis vraiment content de le revoir sur les terrains. J'espère qu'il va marquer des buts. Ça c'est sûr. Connaissant un peu Richard qui est déjà venu dans l'émission, on sait, déterminé. Je voudrais te dire merci à Richard en passant d'être venu au Mans sans avoir marqué. Merci. On espère monter comme ça, on pourra reparler du but que j'ai marqué à Steve l'année dernière. C'est encore des vidéos, ça. C'est vrai, putain, j'ai oublié ça aussi. Ah, bravo. Oh, Allez, donc là, il reprend l'interview. Oui, maintenant que Richard est avec nous, j'aimerais savoir, Steve, entre Richard et toi, qui tape l'autre à PES ou à FIFA?
Non, Richard, il est pas console. Richard, il touche pas à une console, donc faut pas lui parler de console à Richard. Bon, qui danse mieux le zouk, alors il y en a bien un de vous deux qui danse mieux sur cassette que l'autre, alors. Ah non, là, on est compères, là. On est compères, là, sur ce coup-là. Ouais, non, là, il y a pas de meilleur, on est collègues. Ouais. Pas mieux de me faire, ouais. Il y a des dossiers, c'est intéressant. Une dernière question qui fâche, Steve. Est-ce que une communication prochaine est envisagée avec Aurélien Chedjou sur le terrain ou pas? À un moment donné, je veux dire, après 2 CSC, il faut quand même, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe entre vous deux, là? Pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer tous les deux? La question qui fâche. Non, nous, on s'adore. Le problème, c'est qu'il est toujours trop près de moi. On a besoin d'être près l'un de l'autre. Et à un moment donné, on ne maîtrise pas tout sur le terrain, voilà. En gros, c'est ça. J'espère que ça sera pas repris dans les médias parce que si demain on nous sort Elana doit toujours être près de Chedjou, on va se poser des questions quand même. Alors là, non, écoutez, je vais pas le faire plus quand même. Ouais, non, ça va aller, je pense. Oui. C'est bon. C'est sûr, ça ira mieux. Ça y est, je sens que Lorelai derrière, il va te rappeler derrière, Steve. Ça c'est sûr. Non, pas du tout. Pour Valenciennes chez Chedjou, donc ce week-end ça ira mieux. Ouais, ça y est. Ouais, malheureusement pour nous. Ouais. La dernière question, Lorelai? Eh ben, moi, la dernière question, c'est toi qui dois la poser. Je ne pose jamais ce genre de questions à des hommes. Moi, je suis une femme de bonne famille. Bien sûr, la question sexy et la question girl. Tout le monde a répondu, même Richard, il a répondu. Absolument. Il a répondu qu'il portait des strings. On fait très bien. Alors, Steve, tu es plutôt, caleçon ou slip? Caleçon. Ah, voilà, boxer, caleçon, voilà. Mais tout le monde répond ça. Personne, je crois qu'il y a un qui a répondu slip. Je dirais non, pas le nom ce soir. C'est un peu la honte. Merci pour cette interview décalée, Lorelai. Merci pour Steve pour avoir utilisé aucun joker. Donc il en avait pas, de toute façon, donc comme ça c'est fait. Pas, ouais. C'est vrai aussi. Non, mais attends, des fois, il y en a qui l'utilisent. Donc, voilà. Richard, tu restes avec nous jusqu'au prono ou pas? Oh bah oui, il va rester le petit. Monsieur, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Il y a Manchester, Real Madrid quand même. Bah, tu regardes comme tout le monde. Et notamment le rouge que vient de prendre Nani à l'instant, rouge direct. Bah voilà. Voilà, ça donne pourquoi. Ah bah j'ai pas eu le temps de voir en fait, mais rouge direct. Allez messieurs, on va passer au pronostic pour la fin de l'émission. Allez, c'est parti, on va pronostiquer sur Liverpool-Tottenham, match de Première Ligue. Pour toi, Steve, quel est ton pronostic? Liverpool-Tottenham, Tottenham gagnant. Allez, Tottenham gagnant, qui a été gagnant ce week-end de Arsenal dimanche. Assez malheureux à voir le match quand même. Enfin, c'était beau, mais en deuxième mi-temps un peu malheureux. Pronostic de Lorelai. Bonne question. Si je dis Tottenham, je vais me faire tuer par mon bras droit là, qui est oui, actuellement avec mon radio. Bonsoir, le bras droit. Donc je ne peux pas dire Tottenham, donc je dis un nul. Voilà, parce qu'après moi je me tape une semaine où je me fais insulter au téléphone. Ah d'accord, ok. Mais attention, hein, n'oubliez pas, sur Facebook, il y aura le classement. Hein, donc c'est-à-dire que Steve là est dans le classement invité, donc il faut que tu remontes le classement parce que je crois que l'invité est assez bas. Je me rappelle plus qui est le premier. Je vais regarder ça tout à l'heure. Je vous dirai qui est. À cause de Richard, ça qui est bas au niveau de l'invité. Ouais, peut-être. Ouais. C'est un de mes. 0 sur 3. C'est un de mes chroniqueurs qui doit être premier, donc je vais voir ça. Allez, pronostic de Richard justement, tiens. Match nul. Allez, match nul pour Richard. Julien, ton pronostic? Moi, je verrais plutôt Tottenham aussi. Et pour l'instant, les Twitos ne se prononcent pas. Je vous tiens au courant. D'accord, très bien. Fred, ton pronostic? Alors, je suis sûr que tu vas pas pronostiquer pour Tottenham, ça c'est sûr et certain. Allô, Fred? Ah, on a perdu Fred là. On a perdu Fred. Bon. Bah Fred, on va le récupérer tout à l'heure. Rouvre ton micro, faut rappuyer sur pour parler. Bon, c'est pas grave, on aura ton pronostic après. Thomas, ton pronostic? Match nul. Match nul pour Thomas, très bien. Et pour ma part, moi, ça sera Liverpool contre-pied tout le monde. John, il est de retour, John. Je suis jamais parti. Ah d'accord, ok. Ben je voulais t'avoir, je voulais avoir ton pronostic. Non, t'avais dit Fred. Moi, ce sera Liverpool parce qu'ils sont très très bons dernièrement et on l'a vu Tottenham, c'est pas flamboyant, c'est pas très beau à voir. Ils ont un match d'Europa League cette semaine en plus.
D'accord, très bien. Je rappelle juste que c'est Chris le Belge qui est premier avec 55% du classement et le dernier, je tiens à dire le dernier, c'est l'invité. Voilà. Non, je dis bêtises, c'est moi le dernier, voilà. Ne suivez pas, ne suivez pas, c'est une honte. Voilà. Et Jérémy Batté sur Twitter dit Tottenham aussi. Très bien. Allez, Lazio de Rome, Florentina. Pour toi, Steve, quel est ton pronostic? Ah, c'est compliqué quand même. Je veux dire Lazio parce que c'est à domicile. Ok, très bien. La Lazio pour Steve. Richard, ton pronostic? Moi aussi la Lazio. La Lazio pour Richard. Ok. Et Fred? Pas Fred. Ah, je sais pas. Ah oui, parce que j'ai marqué Fred au-dessus. C'est pour ça que non, mais sinon je suis là. Ouais. Allez, John. La victime. La Lazio. La Lazio. Très bien, Lorelai. Tout le monde dit la Lazio, c'est parti. Ouais, non, mais Lazio aussi, ouais. Lazio aussi. Ok, Lazio aussi. Thomas. Au vu du match de ce week-end et de la branlée qu'ils ont pris, j'espère qu'ils vont gagner, donc je dirais la Lazio. Oh là, ça va être un total sur la Lazio. Et Julien? Moi je dirais un nul qui a innové un peu. Et Grégory sur Twitter nous dit la même chose. Ah d'accord. Eh ben écoutez, la question c'est de savoir ce que Chris il dit en fait, savoir si on va gagner ou pas. Ah, ben moi je vais prendre tout le monde à contre-pied, je vais prendre la Lazio. On a gagné. Non. J'avais envie d'embêter tout le monde. Et puis le dernier pronostic, bien sûr, on va rester sur la Ligue 1, le match de ce week-end qui a l'Olympico, comme l'appelle le Canal+, hein. Un peu très moche, mais bon, enfin c'est pas grave. Oui, comme le Corsico et tout le reste. Oui, voilà, c'est exactement. Les inventions Canal+, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ben on a perdu Steve. Comme ça, moi, c'est fait. Steve. Très bien. Il en avait marre. Voilà. Non, je sais pas, la connexion, on a perdu la connexion. Bon, c'est pas grave, on va finir l'émission quand même sans Steve. Bravo. On n'a pas fait, j'ai pas fait la phrase. Ouais, bon, c'est pas grave, on va le rappeler. On va le rappeler, faut le rappeler, l'enfant, faut le rappeler. On va faire quoi sans lui? Lyon-Marseille, Lorelai, vu que justement là ça va être très dur pour toi, hein, je le sens là. Je sais plus quoi dire. Voilà, non, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai pas commencé à parier sur Lyon alors qu'il y a mon OM qui joue. On dit OM direct, même si on se fait rétamer. OM, allez l'OM. Allez l'OM, allez Marseille. Ok, très bien, Thomas. Tu me demandes à moi, ça va pas ou quoi? Je sais, mais je suis obligé de demander. Tout le monde te connaît pas. L'OM. Ah bah voilà, l'OM, je l'avais déjà marqué avant, c'est pas grave. Julien, ton pronostic? Pardon, oui, excusez-moi. Moi c'est pareil, j'étais peut-être déjà marqué pour moi aussi, non, je sais pas. Moi je vais dire l'OL. Et puis on avait Jérémy qui a réagi un peu tard sur le match de tout à l'heure, qui nous disait la Fiorentina, et il nous dit l'OL aussi. Et l'OL aussi, très bien. Richard, ton pronostic, l'OL ou Marseille? Marseille, très bien. Personne n'a match nul, hein, ça c'est bien ça. J'aime bien quand Richard fait des pronos comme ça, tu vois. Moi aussi, j'aime bien Richard comme ça, ouais. John, ce sera l'OL. Ça sera l'OL. Ok. Bon, toi, je t'aime plus, ça, t'es plus mon bras droit, tu dégages. Comme ça, c'est fait. Et pour ma part, moi, je vois un beau match nul, un beau match pourri. Voilà, très bien. Écoutez, non mais je le dis quand même, faut être clair. Messieurs, dames, merci beaucoup pour ce soir. Je suis désolé, Steve, je n'arriverai pas à le revoir. Je pense qu'on a eu quelques petits soucis techniques. Je lui transmettrai nos vœux les plus sincères, voilà. Et des grandes félicitations pour ses prestations au LOSC. Absolument. En tant que supporter, j'apprécie beaucoup d'avoir un gardien pareil dans les cages. Et je lui retransmettrai tout ça en tout cas. Merci à tous mes auditeurs, merci à tous mes chroniqueurs, Julien, John, Lorelai et Richard qui est venu ce soir. Merci à toi, Richard. Ah oui, merci. Ouais, y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci doublement, Richard, pour ma part. Voilà. Et vu qu'on n'a pas entendu la phrase de l'invité, on va entendre celle de Richard. Ici, Richard Potier, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Et voilà. Ouais. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Ça, c'est du jingle, ça. Ça, c'est le 10e enregistrement qu'on avait fait. Je ne le prends à part, Richard, de l'enregistrer à part. Non, il est arrivé du premier coup, c'était nickel. Bravo, Richard. Steve, on le saura peut-être, mais ça sera en off, ça sera qu'avec moi, donc je vous dirai ça, je vous enverrai ça. Oh, excuse-nous, pardon, les privilégiés. Ah bah oui, qu'est-ce que c'est comme ça. Ça pourra faire un beau jingle.
On fera un beau jingle, Allez, merci à vous tous. Demain, il y a LPA avec Stan et Xavier. Il y a aussi en deuxième partie d'émission L-Sport avec Thomas. De soirée, pardon. Je t'en prie. Oui, demain soir, 21h30, branchez-vous sur RTS. L-Sport avec la championne du monde de karaté, Alexandra Rekia. Ok, très bien. Voilà. Au moins, là, il y a du champion, là. Je veux vous dire que là, ça va à kick direct dans la tête, là. Ça va calmer des gens, là. Allez, Samawa Shigeri. Ouais, aussi. Allez. J'y connais rien en karaté, donc ça va être un peu complexe. Allez, jeudi, Motor Show. Et puis dimanche on terminera sur le terminus spécial cyclisme. Voilà, merci à vous tous, merci encore un très 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 grand merci à Steve et Lana qu'on a pu. Bon, j'en suis désolé, chers auditeurs. Je vous promets, ça n'arrivera plus. Je vous ferai écouter la phrase mardi prochain de Steve et Lana. Et mardi prochain, on aura Christopher Walembo, un joueur qui joue en D1 polonaise, voilà, qui a joué aussi au Paris Saint-Germain avec Jean-Michel Badian et encore d'autres. Il est encore passé dans plein d'autres championnats. Donc voilà, mardi prochain, prenez rendez-vous 21h sur RTS Radio. Merci à vous tous, chers auditeurs, et puis on se dit tout simplement à mardi prochain. Voilà, à 21h, je cherche le jingle de fin, la musique de Elana de Khazar automatiquement. J'avais dit qu'on finissait comme ça. Quand il est arrivé au club de Lille, Elana c'est sur la pointe des pieds. Il est tranquille, Elana succédé à Landreau. C'est trop facile, Elana. C'est le goal que préfèrent tous les clubs de supporters. Ok, c'est pas Bernard Lama, mais c'est mieux que Teddy Richer. C'est le goal que préfèrent tous les clubs de supporters. En même temps, ils ont pas trop le choix vu qu'il y a plus personne derrière. Elana. Steve, wouh! Elana, Steve. C'est en armorique, faut être forti. Chez Lana, c'est pas la Martinique. On sky les mi chez Lana, du coup il part à Lille. C'est pas une quiche chez Lana. C'est le goal que préfèrent tous les clubs de supporters. Vu le rapport qualité-prix, on peut pas dire qu'il soit cher. C'est le goal que préfèrent tous les clubs de supporters. En même temps, quand tu payes ce prix, t'attends pas à Chilavert. La et la